débat avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble jusqu'à midi. 10h midi, ça finit à midi. Bravo. Avec aujourd'hui Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Vous avez publié La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Bon. Ça s'arrange pas en plus. Pourquoi non, ça s'arrange pas. Alexandra Spinner, bonjour. Vous êtes conseillère régionale LR d'Île-de-France et coprésidente du conseil du mouvement des femmes avec Valérie, puisque vous soutenez Valérie Pécresse. On ne me l'avait pas mis donc. Ah oui, parce que c'est pas Valérie Expert, elle est pas. Non, mais il y en a qui font le lapsus. Voilà. Oui, je l'ai fait d'ailleurs. Je soutiens aussi Valérie Expert. Ah, voilà. Mais je suis pas encore candidate. Yves Damécourt, bonjour, porte-parole du mouvement de la ruralité. Bonjour à vous. Il nous entend, Yves Damécourt? Bonjour. Bonjour. Et Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour à vous. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour, on va parler de Christiane Taubira et de cette primaire populaire d'ailleurs, on va en parler. Tension entre Marine Le Pen et Éric Zemmour et Ophélie Meunier, la présentatrice de Zone Interdite menacée de mort depuis la diffusion d'un documentaire consacré à l'islam radical à Roubaix. Je trouve qu'on en parle assez peu dans les médias, je trouve ça assez grave, elle est sous protection policière et on y reviendra. Mais comme tous les jours, le zapping de la présidentielle. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Allez, comme avec Gilles Gansman. Merci. Allez, quelques sons pour éclairer vos débats. On va commencer par Valérie Pécresse, qui était hier l'invitée de France 3 de l'interview politique. Et vous allez voir que Francis Letellier et Nathalie Moreau n'ont pas hésité à la bousculer sur le silence assourdissant de Nicolas Sarkozy. Mais vous allez voir, elle est très maline, elle a noyé le poisson. Nicolas Sarkozy, pour l'instant, ne vous a pas apporté son soutien. Est-ce que ça vous manque ? Moi, j'ai la conviction qu'il soutiendra sa famille politique parce que c'est un homme de conviction. D'accord. Pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait ? Comment, Nathalie ? Pourquoi ne l'a-t-il pas déjà fait ? Écoutez, c'est à lui qu'il faut que vous posiez la question. Vous avez la conviction, vous n'êtes pas sûr encore qu'il vous soutienne ? C'est là encore, c'est son choix. Mais vous savez, je ne suis pas une fille sous tutelle. Moi, j'ai mon indépendance. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment que les Français se rendent compte que derrière, j'allais dire, l'écran de fumée de la crise Covid... Et blablabla, écoutez-la. Elle va pas être contente, Alexandra Spinner. Et puis voilà, et puis il fait beau et j'ai acheté aussi 3 croissants. Et hop. Non. Alexandra, le fait que Nicolas Sarkozy ne soit pas... Mais écoutez, Nicolas Sarkozy appartient à notre famille politique. Je ne doute qu'il soutiendra Valérie Pécresse. En temps et en heure. En temps et en heure. Valérie Pécresse n'a pas besoin d'être, comme elle l'a dit, sous tutelle. Je trouve que d'ailleurs, c'est une attitude un peu particulière qu'on a avec une femme candidate. Elle a quand même réussi l'exploit de faire la synthèse de toutes nos tendances, nos sensibilités politiques au sein de notre famille. C'est même un peu le problème d'ailleurs en fait. Pardon ? Je dis c'est même un peu le problème. Parlez bien dans le micro, Sophie. Je dis c'est même un peu le problème. C'est très très difficile effectivement. Il est obligé de faire le grand écart. Non, ça n'est pas un grand écart. C'est le respect de toutes nos sensibilités. Et je pense que, comme vous voyez l'état de notre pays et de notre société, on est en manque d'apaisement. On a besoin d'apaisement et de réconciliation. Et je ne pense pas que attiser l'hystérie politique, ce soit quelque chose dont nous ayons besoin. Mais s'il soutient Emmanuel Macron, on fait quoi ? Mais il ne soutiendra pas Emmanuel Macron. Enfin, écoutez, nous sommes une famille politique unie et je crois que la question ne se pose pas. Est-ce que ce serait pas mieux qu'il soutienne personne ? C'est compliqué pour lui, non ? Non, je trouve qu'on peut imaginer qu'il y a un devoir de réserve. Et Romain Collas, vous en pensez quoi ? Rien ? Devoir de réserve, l'ancien président de la République qui reste un acteur politique. Je veux dire, Nicolas Sarkozy, il a renoncé à siéger au Conseil constitutionnel comme la Constitution lui en donnait le droit, précisément pour rester un acteur du champ politique. Donc moi, j'estime qu'il n'est pas astreint à un devoir de réserve. Non, pas astreint, Mais je partage ce que disait Sophie de Menton à l'instant sur le fait que, et ça explique peut-être d'ailleurs la gêne de Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse est la candidate désignée au terme d'une procédure qui a été un succès, la primaire LR, qui est une primaire interne, mais elle doit gérer des contradictions qui sont assez phénoménales dans son propre camp, entre des individus qui relèvent de la droite républicaine classique, gaulliste, et puis d'autres qui clairement veulent tracer des passerelles entre la droite et l'extrême droite. Et donc il y a peut-être une gêne de Nicolas Sarkozy
qui ne se reconnaît pas dans ce grand écart auquel est astreint Valérie Pécresse parce qu'elle doit gérer des familles multiples avec objectivement des orientations stratégiques qui sont contradictoires. Est-ce que la primaire populaire et Christiane Taubira n'ont pas simplement tué le Parti socialiste? Et finalement, si Marine Le Pen perd, si Valérie Pécresse perd, est-ce qu'elles aussi, elles vont pas tuer leur parti? Eh bien, vendredi, le politologue Alain Duhamel, dans C'est à vous, a eu la conviction que les partis allaient exploser après l'élection présidentielle. Vous savez, on est dans une période de grand remue-ménage. Moi, je pense qu'il n'y a aucun parti qui puisse dire après l'élection présidentielle, je demeurerai vivante. Je pense que les républicains... Tout le monde est en danger de mort. Je pense que la République en marche, si Emmanuel Macron est battu, la République en marche explose, se répand dans l'univers. Je pense que si Valérie Pécresse est battue, même honorablement, LR, il y aura des ralliements en masse à Macron. Je crois que si Marine Le Pen est de nouveau battue, le Rassemblement national sera pour le coup mis en pièces et probablement au bénéfice d'Éric Zemmour dans un premier temps et de Marion Maréchal Le Pen dans un deuxième. Est-ce que c'est un tournant, la fin des partis politiques tels qu'on les connaît? Oui, écoutez, le Parti socialiste était déjà en mort cérébrale, hein. Et moi, je trouve que tout ça a été une vaste fumisterie. C'est la fausse bonne idée, quand même. Il faut quand même rappeler que les deux organisateurs... On va en reparler, Alexandra, oui, de ça. Mais est-ce qu'effectivement, la question... Oui, je ne sais pas qui voulait intervenir. C'est Yves Damécourt. Je pense que si le gouvernement a décidé d'allonger le temps entre la présidentielle et les législatives, c'est parce que tout le monde a bien conscience qu'après la présidentielle, il va y avoir beaucoup de remue-ménage et donc que tout ça va se recomposer. Absolument. Et pour finir, c'est vraiment pour votre débat, Valérie, parce que vous allez en parler. Le Front National, c'est un peu comme le Rassemblement National. C'est un peu comme l'hôpital psychiatrique de Toulouse. Tout le monde veut s'évader, tout le monde veut partir. Et depuis Madrid, Marine Le Pen a mis le hola espagnol. Écoutez, moi je ne réponds pas, je n'ai pas eu l'occasion de voir Nicolas Bay car j'étais en train encore une fois de débattre de choses éminemment importantes. Mais de manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Vous voyez ? Parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez ? Voilà. Donc la taquilla, c'est la dissimulation. Donc moi, je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Voilà, Marine Le Pen depuis Madrid. On en reparlera tout à l'heure, peut-être une réaction. En dehors de la Tatia, je ne connaissais pas. Elle n'a pas tort de dire... Vous n'êtes pas très islamiste, hein. C'est normal, vous connaissiez pas la Tatia. Je suis cultivée, mais c'est limité. Je pense qu'elle a raison de dire qu'ils partent maintenant. Cette élection devient insupportable de trahison, parce que on a le sentiment, il y a les gens qui rejoignent, mais on a le sentiment aussi qu'il y a une forme de trahison. Enfin, ça devient humainement pénible à entendre. Oui, non, c'est... Oui, puis... Enfin, et derrière tout ça, il y a des arrière-pensées. Oui, Yves Damécourt, pardon. Alexandra. Oui, Yves Damécourt. Derrière tout ça, il y a des arrière-pensées, parce qu'en fait, comme dans notre système, l'élection présidentielle désormais a un pouvoir énorme sur les élections législatives qui suivent. Les gens se projettent plus dans leur capacité à être élus députés et ils changent de camp en fonction de l'idée qu'ils se font des élections législatives. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème qui a été ouvert par le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, on sera dans un espèce de gloubi-boulga terrible entre les intérêts collectifs, les intérêts individuels, bien loin du bien commun. Et donc, moi, j'avais fait une proposition, d'ailleurs, qui a été reprise par le constitutionnaliste de Rosier à Lille, qui est d'organiser les élections législatives le même jour que les élections présidentielles, pour que les gens fassent bien la différence entre les deux questions qui leur sont posées. Sinon, on se retrouve dans ce que dénonce Jean-Pierre Chevènement, c'est-à-dire que les députés ne sont plus les représentants du peuple, ils sont les représentants du président de la République. Ouais. Et donc, la République est complètement à front renversé. Oui, Romain ? Ouais, je veux bien rebondir là-dessus parce que je partage peut-être pas les conclusions, mais au moins le constat.
Et j'en reviens à ce qui était évoqué sur la possible mort des partis politiques traditionnels au terme de cette élection présidentielle. Et je veux rassurer la porte-parole de Valérie Pécresse, je suis socialiste et ce matin, j'en étais pas encore à l'encéphalogramme plat. Et donc, on n'est pas obligé de s'envoyer. Moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fais de la politique, des anathèmes qui veulent rien dire à la figure. Moi, je préfère discuter du fond. Le fond, c'est que je crois qu'on est arrivé au bout du bout. Et là, je m'exprime à titre personnel de la logique de l'élection présidentielle, de la Ve République et de l'inversion du calendrier. Parce qu'effectivement, désormais, l'élection des députés procède de l'élection présidentielle. Et vous avez à l'Assemblée nationale des gens qui ne participent pas avec le gouvernement de la conduite de la politique de la nation, d'ailleurs c'est ça la lettre de la Constitution, mais qui sont aux ordres d'un homme qui, lui, pendant 5 ans, ne rend compte à personne et qui est obsédé, et on le voit avec Emmanuel Macron, dès le milieu de son quinquennat par sa réélection. Ce système est à bout de souffle, il crée des ambitions personnelles, il les survalorise, et c'est à connecter d'ailleurs avec l'état des partis politiques aujourd'hui, et moi je ne considère pas que le Parti socialiste est en meilleur état que les autres. Moi je crois qu'on a assisté à une forme de déliquescence de la vie politique nationale ces dernières années, et que on atteint le bout du bout. Et ce qui traduit cette désespérance chez nos concitoyennes et nos concitoyens, c'est tout simplement l'abstention qui va grandissante, y compris telle qu'on nous l'annonce sur cette élection présidentielle, avec à 60 jours du scrutin une formidable indétermination sur ce que seront le choix des électeurs. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une machine à la fois à favoriser les égos les plus mégalomanes, et dans le même temps à créer de la désespérance chez nos concitoyens. Et je pense là vraiment qu'on arrive au bout de la logique, et ça a massacré aussi les partis politiques qui avaient vocation à être des corps qui fédéraient, des mouvements d'éducation populaire qui produisaient de l'idée, qui ne sont devenus que des successions d'ambitions. Bon, on va en reparler bien évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous sur Sud Radio, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Romain Colas, secrétaire national du Parti Socialiste et maire de Boussy-Saint-Antoine, Yves Damécourt, porte-parole du mouvement de la ruralité, Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, et vous êtes coprésidente des Femmes avec Valérie Pécresse, du mouvement Femmes avec Valérie Pécresse, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et auteur de ce livre, La France sans dessus dessous, aux éditions Erol. On va parler de la primaire populaire. Christiane Taubira qui a remporté cette primaire populaire. On va pouvoir réécouter même son allocution. Gilles nous l'a fait écouter dans le zapping tout à l'heure. Les tensions entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, est-ce que les différents transferts sont de nature à perturber et à lui faire perdre un certain nombre d'électeurs? Et puis les menaces autour de Ophélie Meunier, la présentatrice de Zone Interdite, ainsi que les journalistes qui ont réalisé ce reportage. Et puis l'un des intervenants menacé de mort et placé sous protection policière avec une violence. Là, ce matin, je voyais à l'instant Fabien Roussel dont les affiches ont été taguées à Bayonne, des affiches sur lesquelles est écrit « fils de pute » et une autre sur laquelle il y avait où il y a écrit « fils de pute, nul », etc. Et à côté, une affiche pour Richard Anconina, pour un spectacle à Biarritz, sur laquelle une étoile de David a été taguée. Donc cette violence antisémite aussi qui existe. Éric Zemmour, ce matin, lui, c'est sa permanence qui a été attaquée. Donc voilà, on reparlera de tous ces sujets. J'espère qu'on aura le temps. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons avec vous, Romain Colas. C'est un coup de cœur? Oui, un coup de cœur pour Fanny Ardant. Elle est à l'affiche d'un film, Les Jeunes Amants, mise en scène par Corinne Tardieu avec Melville Poupeau. Et j'ai eu l'occasion ces jours derniers de l'entendre dans différentes interviews pour faire la promo de son film. Au-delà de cet objet qui raconte une histoire d'amour naissante entre une femme d'un certain âge, de 71 ans je crois, et un homme qui a 25 ans de moins qu'elle, elle incarne la grâce absolue à travers les ans. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de parler de la féminité, du rapport amoureux à l'âge qui est le sien,
totalement assumé dans une forme de douce simplicité. Voilà, j'ai été très touché d'entendre Fanny Ardant qui est vraiment l'incarnation d'une certaine grâce à la française et j'ai été ému de l'entendre vraiment et je l'ai revu avec bonheur tout au long de cette semaine. Oui, et vous irez voir le film, il faut aller au cinéma, évidemment. Il faut retourner au cinéma. Le cinéma, c'est bien, c'est la vie, comme dirait Sophie Marceau, je ne sais qui, mais il faut aller au cinéma, les salles de spectacle et de cinéma en particulier ont besoin. Oui, et en plus, ce coup d'arrêt, c'est embêtant parce que l'attirance du petit écran, de tout ce qui peut se passer à travers Netflix, Molotov, etc., ça peut être une fin presque définitive. Hein. Parce que me disait une amie qui allait beaucoup au cinéma et qui, depuis le Covid, n'y va plus du tout. Yves Damécourt, coup de gueule. Yves. Oui, un coup de gueule pour ce qui s'est passé vendredi au Mans, où 9 militants radicaux antispécistes étaient jugés parce qu'ils avaient fait des dégradations dans une trentaine d'exploitations agricoles dans tout l'ouest de la France. Et vendredi au Mans, ça a été quand même le pompon, puisque quand la présidente de la FNSEA est venue s'exprimer devant le tribunal du Mans, il y avait aussi la Confédération paysanne, la coordination rurale, enfin toute l'agriculture était là. Elle a été traitée de nazie par les militants antispécistes. Donc, c'est une escalade qui n'a plus aucun sens. On mélange tous les sujets. Enfin, je pense que c'est à rapprocher des sujets que Valérie, vous avez évoqués il y a quelques minutes, où finalement la France, qui était le pays des Lumières, le pays du débat, cette escalade est terrible. Je voudrais, moi, conseiller à tous les gens qui se posent des questions sur ces sujets-là, de lire un livre formidable qui a été écrit par Francis Wolff, qui est philosophe. Ça s'appelle « 3 utopies contemporaines ». Et il explique qu'en fait, aujourd'hui, on a le choix entre 3 utopies. La première qui est l'animalisme, qui veut dire que l'homme et les animaux sont égaux et que donc il faut respecter les animaux et voilà, ça est quand même curieux. Une autre utopie qui est le transhumanisme, qui veut que l'homme soit l'égal de Dieu et qu'on puisse faire des choses à l'image du divin. Et puis une utopie qui est la nôtre au mouvement de la ruralité, c'est l'humanisme résolument humaniste, où l'homme garde sa place sur la terre. Il n'est ni un végétal, ni un animal, ni un dieu, et il avance et il essaye de prendre les défis qui lui sont proposés pour avancer et construire demain. Ah oui, mais vous avez raison de le signaler, mais c'est vrai que tout est d'une violence assez sidérante. Sophie de Menton. Oui, moi j'ai un peu un coup de gueule contre les économistes, parce que ça me fait penser à certains médecins ou certaines positions sur le virus. On a l'impression que ils sont complètement à côté de la plaque, et en particulier il y a un pessimisme incroyable. Alors on a des économistes en plus qui sont plutôt sociodémocrates en France, et donc c'est compliqué, ils comprennent mal la démarche de l'entreprise, et donc on a eu toutes les menaces. Le virus et la Covid allaient définitivement tuer l'économie. Ensuite, la dette était effroyable, il fallait pas aider autant les entreprises. Ensuite, on s'est dit que l'argent injecté avait aidé les entreprises et que si l'économie avait bien, c'était à cause de ça et qu'on allait mourir de la dette. Ouais. Ensuite, on a dit qu'il y avait une inflation. La moitié ont dit non, il n'y a pas d'inflation, c'est une inflation conjoncturelle, on manque de matières premières, etc. L'autre, mais non, l'inflation arrive. Et je veux dire que ce désordre économique est aussi un problème. Vous avez une véritable antagonisme entre les gens qui prédisent une catastrophe économique, une dette effroyable, nos enfants qui vont mourir et qu'il va falloir la rembourser. Et puis quand même, alors il y a le pragmatisme des entrepreneurs qui disent c'est l'État qui a fermé nos boîtes, on nous a donné de l'argent, excusez-moi, ça nous a permis de survivre. Le chômage est quand même bas, on a quand même eu un taux de croissance extrêmement important. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Alors moi je veux bien, on va voir ce qui va se passer, mais cette guerre des économistes est aussi, c'est pas une guerre d'ailleurs, ils osent pas trop dire qu'ils se sont trompés, sauf Jean-Marc Sylvestre. Disons-le, depuis le début, il a dit mais non, après le Covid ça va s'arranger, les fondamentaux, etc. Enfin, il avait des raisonnements de bon sens, connaissant l'entreprise, et c'est à peu près le seul qui dit au début, on l'a beaucoup critiqué parce qu'il n'était pas catastrophiste. Mais là aussi, c'est pas une science exacte, non, visiblement, pas du tout, l'économie. Vraiment. Oui, mais enfin. Si, l'économie est trop séparée de l'entreprise.
Les économistes ne sont pas, ils savent pas ce que c'est qu'une PME. Je suis désolée. La macroéconomie, c'est pas la microéconomie. Et la macro, on a vécu là-dessus pendant des années. Et aujourd'hui, c'est la micro qu'il faut regarder avec attention. Grosso modo, ça va mieux économiquement. Grosso modo, ça va bien. Ouais, franchement, non, mais si. Alexandra non, mais ça va bien dans les entreprises. Le chômage a baissé. On a un seul problème, on n'arrive pas à recruter, ça c'est embêtant, mais voilà. Alors c'est vrai, le coût du travail, etc. On reconnaît toute cette faiblesse, mais ça devrait aller beaucoup plus mal. Vous avez vu la croissance? Oui. Bon, on y reviendra certainement avec un économiste. Alexandra, c'est un Alexandra Spinner. Vous avez un coup de gueule? Oui, mon coup de gueule, c'est l'effrayante litanie macabre des féminicides en France. Approchez-vous du micro. Oui, l'effrayante litanie macabre des féminicides en France, je pense que c'est insupportable pour chacun d'entre nous. Quoi. Alors c'est un sujet grave et je pense qu'il est temps que ce soit une vraie grande cause nationale, loin des agitations, et c'est pour ça que pour moi Valérie Pécresse est la seule candidate qui porte une attention particulière à la condition des femmes et qui a un vrai projet pour s'emparer de ce problème avec Aurélien Paradier qui est en pointe sur ces sujets-là. Je crois qu'on ne peut pas être une grande nation et accepter que ces femmes tombent sous les coups de leurs compagnons avec des lois qui ne sont jamais appliquées, avec il y a eu des progrès quand même qui ont été faits. Des progrès mais qui sont très largement insuffisants. Oui, parce qu'on part de très loin, c'est aussi la réalité. Oui, mais on ne peut pas se contenter de dire qu'on part de très loin. Je crois qu'il est temps vraiment de lutter contre les violences conjugales. Valérie Pécresse veut, elle, créer une juridiction spécialisée sur tout le territoire, qui soit capable de se prononcer dans des délais brefs et qui répondent à l'urgence. Oui. Là aussi, la justice est débordée, on le voit par toutes les affaires, sur un fonctionnement qui n'y arrive pas. Donc, oui, mais c'est pour ça qu'elle prévoit aussi la hausse du budget de la justice de 50% en 5 ans. Voilà. Pardonnez-moi, mais je partage complètement ce que vous dites et j'y crois pas. Vous savez pourquoi j'y crois pas? C'est pas du tout contre Valérie Pécresse. C'est que j'aimerais savoir comment Valérie Pécresse, qui arrivera au pouvoir, par exemple, un beau matin, qui va se retrouver avec toutes ces problématiques, qui va se retrouver avec la police telle qu'elle est, avec le policier de quartier tel qu'il est, qui voit la femme arriver, porter plainte, avec la alors déjà le policier de quartier. Il y avait même le Macron qui avait écouté une plainte au commissariat, elle s'était révoltée contre une femme qui demandait que le policier, quelqu'un vienne la chercher, qui disait mais je suis pas là pour ça et qui pouvait pas intervenir. Ensuite vous avez la démarche, ensuite vous avez l'administration qui met des freins hallucinants, ça met je sais pas combien de temps. Ensuite on arrive devant un tribunal et donc c'est mon pragmatisme qui est désespéré parce que je vois pas comment on fait. Et c'est pas une question d'argent. Non, c'est une volonté politique, mais Valérie Pécresse là. Et quel ministre va-t-elle mettre? Écoutez, on a, je ne sais pas, ça c'est. Non, mais c'est pas ça, c'est que je dis, ça dépend aussi du ministre. Ça dépend du ministre, mais enfin, on a quand même Aurélien Paradier qui est très en pointe sur ces sujets-là. Je veux dire, c'est lui qui s'en est emparé. Pour réformer l'État. Oui, mais je crois que c'est aussi son sujet. En tout cas, vous avez raison d'alerter sur le fait que chaque jour, ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas acceptable. Chaque jour, une femme tombe sous les coups de son mari. Quels sont les profils des hommes qui tuent leur femme, demande Julien. Il y a de tout dans tous les profils, dans tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux, il faut le rappeler. Toutes les professions sont concernées. Tout le monde. Oui, et malheureusement, je suis pessimiste parce que ça fait des millénaires. Romain Colas, vous qui êtes maire d'une commune, vous devez y être confronté évidemment. C'est pas simple non plus. Alors, fort heureusement, je touche du bois, pas des homicides, mais évidemment des violences conjugales et intrafamiliales, parce que malheureusement, et je rejoins ce qui a été dit, ça touche toutes les catégories sociales, tous les milieux et tous les territoires. Et c'est un sujet de volonté politique, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, elle est largement partagée, en tout cas chez un certain nombre de candidates. On a des candidates cette fois-ci à l'élection présidentielle, à gauche comme à droite, et je pense qu'elles ont ce sujet, vis-à-vis de ce sujet, une vigilance toute particulière, et que de toute façon, la société a évolué. Et je suis d'accord avec vous, Valérie, il y a eu des progrès substantiels. Je suis dans l'opposition, mais je peux les considérer, notamment dans la façon dont ces policiers, qui sont plus de quartier, malheureusement, mais ces policiers et ces gendarmes prennent en compte, parce qu'ils ont été sensibilisés à cela insuffisamment, mais prennent en compte la détresse des femmes. On a un sujet, au-delà de la volonté politique, et je m'excuse de le dire, qui est un sujet de moyens. On a une justice en France
France qui est clochardisée. Et bien souvent, c'est ce que mettent en lumière malheureusement les drames, c'est les délais de traitement après les premiers signalements qui sont générateurs de drames. Et donc là, on a un sujet et de procédure et de moyens, parce que quand vous avez des magistrats, notamment au parquet, qui sont débordés par les procédures, ils n'ont pas le temps, parce que les outils légaux existent, de prononcer les ordonnances d'éloignement, de mettre en œuvre les téléphones grand danger, etc. On a quand même encore aujourd'hui un sujet de moyens, bien plus, je pense, qu'un sujet de loi. On peut voter tous les textes qu'on veut, si on ne sait pas les appliquer, on restera inefficace. Absolument. D'où l'urgence, justement, d'instaurer ce que Valérie Pécresse propose, qui est une juridiction spécialisée pour les violences conjugales, avec instruction en 72 heures, et surtout une ordonnance de protection 6 jours. Non, mais ou l'éloignement des hommes. Écoutons Luc Frémiot. Luc Frémiot qui a été procureur à Douai, écartons les hommes, on les met dans des foyers Emmaüs, on les sort de leur foyer. Et il faut que les femmes restent. C'est l'homme qu'il faut virer. Les femmes doivent rester au domicile conjugal. Ça, c'est. Mais je vois pas, Julien me dit qui sont ces hommes, allez-y, un peu le courage. Dites-moi à qui vous pensez. Julien, je ne comprends pas ce que vous dites. Il y a des hommes de tous milieux sociaux, que ce soit des avocats, des médecins, des ouvriers, des employés, des policiers. La preuve, il y en a eu un ce week-end. À tout de suite sur Sud Radio. On est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On a parlé des violences faites aux femmes, c'est important, évidemment. C'est un peu plus futile, pardon, mais un coup de cœur et un coup de gueule de ma part. Bravo à Raphaël Nadal pour son magnifique. Voilà. Magnifique. Voilà, on pourrait peut-être appliquer même cette résilience en politique. Il était battu, il est revenu de loin, etc. Donc ce grand chelem. Et puis 35 ans. Mais un vieux. Oui, mais tout le monde dit c'est formidable, mais je rappelle quand même que Serena Williams a gagné 23 grands chelems et Steffi Graf 22. Donc voilà, c'est un homme, donc d'un seul coup, ça devient l'exploit. Mais des femmes avant lui l'ont fait. Donc, alors c'est vrai, mais le tennis féminin, alors le progrès est inouï, ça n'intéressait personne. Ouais. Elles étaient beaucoup moins payées, etc. Moi, je me souviens vaguement de Chris Evert en petite jupette. J'adore le tennis, et ça n'intéressait personne. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. D'accord, mais c'est pour ça que je rappelle que Serena Williams et Steffi Graf ont remporté plus de grands chelems que Raphaël Nadal. Le temps des femmes est venu. Voilà. Oui, enfin c'est un champion. C'est un champion hors norme. Ouais. Vous vouliez dire, vous avez regardé, vous Romain Collas, je vois que vous opinez du chef. Non, j'ai pas vu, mais j'étais franchement très heureux pour les raisons que vous avez évoquées de la victoire de Rafael Nadal, et puis pour une autre raison qui est totalement extra-sportive, mais au moment où il y a eu la polémique sur Djokovic avec son expulsion d'Australie, j'ai lu des propos de Rafael Nadal sur la pandémie et sur la vaccination que j'avais trouvé extrêmement responsable. Et ça fait du bien aussi de la part de sportifs, une parole raisonnable, sensée, fondée sur la science. Dans ce moment-là, par rapport au délire de Djoko, qui m'a l'air sur ce sujet assez dangereux dans ses propos. Yves Damécourt. Moi, je suis un fan de Raphaël Nadal, donc j'étais très heureux. Et puis, j'ai regardé le dernier set commenté par les journalistes espagnols. C'était juste assez incroyable. C'était juste assez incroyable, les commentaires en espagnol. Moi, je suis hispanophile, notre commune est jumelée avec une commune espagnole, on adore ça, ils sont formidables. Bon, donc voilà, puis bravo effectivement à Raphaël Nadal, et j'imagine que vous l'avez peut-être ressenti différemment, Romain Collas, sur celui qui est battu et qui revient sur le devant. On va parler de cette primaire populaire, donc faut-il en parler d'ailleurs? Moi je me suis interrogée sur le sujet, c'est une mascarade, enfin franchement quand on a vu hier l'annonce des résultats qui a eu effectivement 500 000 votants, mais j'ai vu qu'on avait... Non, 500 000 inscrits, effectivement, mais qu'on avait inscrit Paul Quilles, le pauvre, qui est mort, qu'il y a eu des gens qui ont pu s'inscrire, et l'amateurisme de cela, donc avec cette primaire populaire qui a été faite pour que Christiane Taubira sorte vainqueur. Par une association d'extrémistes, je crois d'ailleurs. D'extrémistes, je sais pas. Non, extrémistes, pardon. Oui, d'extrême gauche, je crois. En tout cas, les deux, d'extrême gauche, ils sont en famille. Mais deux organisateurs ont quand même refusé de mettre Roussel dans la primaire, ce qui est quand même... Il paraît que c'est lui qui n'a pas voulu. Non, c'est eux qui ont refusé de le mettre dans la primaire. Et c'est quand même une conception un peu surréaliste de la démocratie. Le comité de sélection arbitraire, et puis à l'arrivée, quand même, ça ressemble
ressemble plus à l'école des fans qu'à un vrai acte de démocratie. Passable moins. C'est vous avez pensé quoi, vous, Romain Colas, vous êtes directement concerné. On voit Paul Laroutourou Pierre Laroutourou, qui est avant Anne Hidalgo. Il y a, si vous voulez, j'ai un regard qui est contrasté sur ce qui est un fait politique. Et c'est pour ça que mon regard est contrasté. Vous avez près de 400 000 personnes, et moi je ne confonds pas le cadre de la primaire, ses organisateurs, avec les femmes et les hommes qui sincèrement sont engagés dans cette démarche parce qu'ils souhaitent une issue politique à ce qu'ils portent. Donc il y a un fait politique. Près de 400 000 personnes qui se sont prononcées sur un vote. Et ça, on ne peut pas... comment dirais-je, le balayer d'un revers de la main. Il y a 400 000 personnes dans ce pays. Si on compare, vous savez, au résultat de la primaire, LR, je crois que c'est 130 000 votants. C'était 139 000. C'était 139 000, c'était une primaire interne. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on était sur une primaire ouverte qui a fait 110 000 votants. Donc ça n'est pas moins, si vous voulez, un phénomène politique, ce à quoi nous avons assisté ce week-end, que ces primaires-là. Après, nous contestions avec Anne Hidalgo la façon dont les choses se sont déroulées, parce qu'on a eu in fine des candidats sollicités, sur lesquels étaient sollicités les suffrages qui n'étaient pas d'accord pour participer dans ce cadre-là, d'autres qui auraient voulu participer qui ont été exclus. Voilà, il y a moi ce que je retiens de cet épisode, c'est qu'il est un échec dans la mesure où au lieu d'un rassemblement, on a une candidature de plus dans un couloir électoral qui est celui de la social écologie, pour faire vite, dans lequel on peut avoir potentiellement évidemment Anne Hidalgo, évidemment Yannick Jadot, désormais Christiane Taubira et d'une certaine façon Fabien Roussel. Voilà, donc dans ce couloir politique-là, il y a encore une candidature de plus, donc cette primaire a ajouté de la division. Il n'en demeure pas moins, et ça c'est les leçons que doivent en tirer les candidats et les appareils politiques, que 400 000 Françaises et Français, sincèrement, alors vous avez mentionné un certain nombre de dysfonctionnements, mais moi j'en connais plusieurs, des gens qui ne sont pas des militants politiques qui ont adhéré à cette primaire avec sincérité, qui aspirent au rassemblement. Et aujourd'hui, les appareils politiques, dont le mien, sont incapables, on ne va pas se mentir, de leur proposer une issue. Donc, moi, vous savez, je regarde ça avec un peu d'humilité. La situation de la gauche aujourd'hui est mauvaise. Oui. Moi, je considère qu'on a une candidate qui a travaillé, qui a un projet, qui déroule des propositions, qui est inscrite dans le débat présidentiel depuis longtemps, c'est Anne Hidalgo. Christiane Taubira, elle arrive, mais elle arrive pour l'instant les bagages vides. Moi, je ne sais pas ce qu'elle propose pour le pays, mais enfin, très franchement, la situation pour des électrices et des électeurs de gauche sincères qui voudraient que leur vote au premier tour puisse éventuellement leur donner accès au second, aujourd'hui, on n'a pas de solution à leur offrir et je le regrette profondément. Et donc, j'invite chacune et chacun, c'est ce qu'on fera au PS, à une forme de réflexion sur le moment. Et moi, je souhaite que Anne Hidalgo tende la main aux uns et aux autres. Mais encore une fois, je regarde ça avec beaucoup d'humilité parce que la situation est mauvaise et qu'il y a des moments, il faut savoir essayer de réfléchir plutôt que de donner des leçons. Yves Damécourt. Moi, d'abord, je suis un peu... Il y a un travail de fond qui avait été fait au tout début par les organisateurs de la primaire populaire sur une plateforme commune. Ensuite, ils ont exclu les gens qui avaient un programme qui n'était pas conforme à cette plateforme commune. C'est pour ça que Fabien Roussel n'a pas été choisi, puisqu'en fait, dans la plateforme commune, il y a la sortie du nucléaire, il y a un certain nombre d'éléments sur la viande, etc. Et donc Fabien Roussel, lui, il est clairement pas du tout sur cette même ligne dans son propre programme. Après ça, Christiane Taubira, elle a pris la plateforme et elle en a fait son projet. Donc c'est pas étonnant qu'elle sorte de ça. D'ailleurs, dans les organisateurs même de la primaire populaire, il y a des gens qui sont dans l'entourage de Christiane Taubira. Donc la ficelle est un peu grosse. Enfin, sur le mode de notation, j'aimerais bien savoir, moi, comment est-ce qu'on additionne des B+, des A-, des C+, et des C-, et comment est-ce qu'on fait une moyenne, et comment est-ce qu'au final, il y en a un qui se retrouve meilleur que les autres. Parce qu'à un moment ou un autre, ils ont bien dû convertir les A+, les B+, les B- et les C+, en notes pour pouvoir faire une moyenne, parce que moi je ne sais pas faire de notes avec des caractères alphabétiques, donc je ne sais pas du tout comment est-ce que au final le résultat a été construit. Oui. Ils n'ont pas essayé les images, mais c'est une option. Ils auraient pu faire des papillons, des fleurs. Ça me rend très très triste, parce que c'est ridicule. Et j'ai pas envie de ça pour la gauche. Je ne suis pas de gauche, mais on a besoin absolument d'un parti d'opposition qui soit digne. Il faut qu'on soit capable de parler des sujets calmement. Et c'est désastreux. Et pourtant, il y avait des gens de qualité à gauche, d'ailleurs, qui ont été refusés. C'est ça qui est étonnant.
maintenant. Je pense à Cazeneuve, qui était un type... Oui, il s'est fait un peu tacler cette semaine en disant il met pas beaucoup les mains dans le cambouis, il sort deux fois par an pour donner son avis. Ils n'ont pas voulu de lui. Je crois qu'il n'avait pas... Enfin, peut-être ils ont refusé. Non, il n'avait pas. On n'a pas venu le chercher. Enfin bon, peu importe. Il n'était pas dans cette course, mais c'est totalement pitoyable. Je ne sais pas comment ils vont en sortir. Globalement, on voit quand même que les candidats qui ont été refusés sont ceux qui sont dans les clous de la République, pardon de le rappeler. Qui sont dans les clous de la République. La gauche républicaine a été priée d'aller voir ailleurs. Bon, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, mais en fait, ils sont... Oui. Mais est-ce que c'est de nature à relancer un élan C'est un non-événement, à mon avis. Oui, ça va être oublié dans quelques jours. On a Arnaud Montebourg. Oui. On a Arnaud Montebourg en moins, on a Christiane Taubira en plus. La cerise sur le gâteau serait que François Hollande annonce finalement sa candidature dans quelques jours. Absolument. Allez, on marque une pause, c'est l'heure de la pub, mais on se retrouve tout de suite avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Peut-être cette question à laquelle vous pouvez tenter de répondre, Romain Colas. Qu'est-ce que ça va faire? Quel effet va avoir cette primaire populaire? Est-ce que vous pensez que Christiane Taubira peut gagner des points? Est-ce que ça peut donner un second souffle à la gauche? Très franchement, je suis incapable, à l'heure où je vous parle, de dire quels peuvent être les effets. C'est un fait politique. Christiane Taubira arrive sans programme, sans formation politique, parce que ça compte quand même dans une élection présidentielle. Derrière elle, en dehors du parti radical de gauche, qui est un parti ancien et respectable, mais dont je ne pense pas qu'il ait la capacité à porter à lui seul une campagne nationale. Et puis, il y a deux bêtes problèmes quand il s'agit de s'engager dans une campagne présidentielle. Il y a les signatures des maires, et celles et ceux qui rament depuis des mois et des mois. Alors, je ne parle pas de ceux qui sont issus d'un grand parti comme Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse, mais celles et ceux qui rament depuis des mois pour chercher les 500 signatures savent que ce n'est pas si facile que ça. Et puis, il faut de l'argent. Parce que ça coûte cher une élection présidentielle. Donc aujourd'hui, des ambitions sont affichées, une de plus, et je le regrette. On va voir qui a les moyens de ces ambitions. Absolument. Parlons des détentions. À ce sujet, au niveau de l'argent, la primaire populaire étant une association, l'argent qu'elle a récolté ne peut pas financer la campagne de la personne qui a été choisie, puisque la loi l'interdit. Alors ça va devenir quoi? Il y a eu de l'argent de récolté pendant cette... Oui. Il y a eu de l'argent de récolté. D'ailleurs, M. de Rosier et le comte, ils ne peuvent pas le verser à la campagne, ou alors leur scrutin sera annulé. Mais alors donc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? C'est intéressant quand même. Oui. C'est une vraie question. Des gens qui l'ont donné cet argent. C'est très intéressant. Mais pourquoi ils ont donné de l'argent? Parce qu'ils voulaient qu'il y ait quelqu'un qui émerge. Les gens, ils ont créé une association, ils ont récolté de l'argent, mais en fait, cette association, dans la mesure où elle n'est pas parti politique, contrôlée par la Commission nationale des comptes de campagne, ne peut pas reverser cet argent à un candidat quel qu'il soit. Oui. Alors Olivier me dit... donc, qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Taubira a fait des fautes d'orthographe pour faire parler de sa campagne. Je me suis posé la question, effectivement, de savoir si son community manager était nul, si c'était fait exprès, parce qu'une faute d'orthographe, ça peut exister. Et il y en a pas mal. Alors, c'est des petites fautes d'orthographe. Non, ce ne sont pas des petites... Non, ce sont des fautes gravissimes. Effectivement, un verbe, un infinitif qui n'allait pas. Il y a que des fautes gravissimes. Il y a des fautes gravissimes, mais d'abord, il y a un community manager. 2, c'est un véritable cauchemar de pianoter. Non, moi j'ai fait des fautes désespérées. J'ai vu dans mes tweets des fautes qui m'ont désespérée. Mais 4 fois de suite sur. Elle fait des fautes nous acceptons le débat, la controverse. Controverse, quand même, c'est un peu nul. S'il y a un tel mépris envers la primaire populaire, c'est par ceux qu'elle fait peur. En 3 mots. Le peuple en a assez, donc accent grave. Mais ça, c'est une faute de pianotage. Très loin. Et puis les fonctionnaires nous ne pouvons plus laisser les fonctionnaires se faire maltraiter et accentuer. Alors, moi, ça m'a évidemment beaucoup choquée. En revanche, j'ai pas voulu gloser ou me moquer, parce que moi, je suis très admirative des jeunes qui s'engagent en politique, quels que soient leurs engagements, même s'ils sont dans l'égarement, comme avec Madame Taubira. En revanche, première option. C'est de la communication politique, auquel cas c'est tragique, et c'est un manque de respect total
pour leurs électeurs. Voilà. Et deuxième option, c'est tout à fait involontaire et là c'est désespérant. C'est évidemment involontaire. Enfin, on ne peut pas être masochiste au point. Mais c'est désespérant. Oui, alors c'est désespérant. Encore une fois, vous avez vu comment ça fonctionne, même chez vous. Comment ça se passe? Vous avez été voir les tweets qu'envoie Valérie Pécresse ou son compte? C'est pas elle. Bon. Donc, est-ce que vous avez été regarder qui le fait? Quel âge ont-ils? Vous avez raison en disant il y a des jeunes qu'on engage. Je sais pas, Romain, Colas, parce que c'est compliqué quand on en a 2 à distance et 2 en plateau de vous faire intervenir. Romain? J'ai vu passer ces fautes-là. Quand on en est, parce que là, il ne s'agissait pas de simples tweets. Non, c'est des comptes de Christiane Taubira. On était sur des visuels travaillés de campagne, puisque les textes étaient reproduits sur des images, etc. Oui. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'il faut, pour affronter une campagne nationale, un projet, une équipe et quelques moyens. C'est la démonstration que Christiane Taubira ne les a pas. En tout cas, il n'y a pas de filtre entre celui qui écrit et la diffusion. Ouais. Yves Damécourt, un mot, puis on va passer à Marine Le Pen et Éric Zemmour. Moi, je laisse passer pas mal de fautes d'orthographe dans mes tweets, parce que malheureusement, on peut corriger un post Facebook, mais Romain a raison, on ne peut pas corriger un tweet, c'est pas un tweet, c'est une affiche. C'est de la communication professionnelle. C'est très grave. Oui. Bon, ce sont des diapos qui ont été validés, etc. C'est très grave. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette tribune dans Libération qui demandait de démocratiser l'orthographe. Ah, quelle horreur. Désespérant, c'est désespérant. Notre langue, c'est ce qui fait, c'est notre socle commun. Et je pense qu'on doit tous être désespérés de ce qui s'est passé. Et il faut se désespérer d'autre chose, c'est de la bouillie du franglais. Pourtant, j'ai été élevée un peu enfant aux États-Unis, je parle anglais, j'adore cette langue. Et même le président de la République, pardonnez-moi, mais qui dit choose France. Je veux dire, quand on choisit la France, on commence par dire le choix de la France. Et on a tout. Et SNCF Connect, on en parle? Oh là là. C'est insupportable. Et My Little French Bank, la banque de la Poste. Allez, la banque postale. Je voudrais qu'on parle des tensions entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle a connu la semaine dernière 3 défections. Jérôme Rivière, Damien Rieu, Gilbert Collard, qui sont partis rejoindre Éric Zemmour. Marion Maréchal Le Pen a déclaré qu'elle ne soutiendrait pas Marine Le Pen. Je vous propose d'écouter Marine Le Pen, ce qu'elle disait hier. Écoutez, moi je ne réponds pas, je n'ai pas eu l'occasion de voir Nicolas Bay car j'étais en train encore une fois de débattre de choses éminemment importantes. Mais de manière générale, ceux qui veulent partir partent, mais ils partent maintenant. Vous voyez ? Parce que ce qui est insupportable, c'est la taquilla, en quelque sorte, qu'ils reprochent eux-mêmes aux islamistes. Vous voyez ? Voilà. Donc la taquilla, c'est la dissimulation. Donc moi, je considère qu'on peut, encore une fois, changer de camp, mais il faut le faire maintenant. Parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français, et avoir des gens qui aujourd'hui font semblant d'être ici alors qu'en réalité leur cœur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable. Bon, Gilles nous l'avait passé effectivement en début d'émission. C'était samedi et elle réagissait à une phrase plutôt ambiguë de Nicolas Bay qui disait je suis là pour l'instant à Madrid, mais voilà, donc elle sent qu'elle est attaquée de toutes parts. Est-ce que ces défections sont réellement de nature à la mettre en danger, Alexandra Spinner? Alors, de nature à la mettre en danger, je ne sais pas, mais il faut quand même rappeler que tout ça est très loin des préoccupations des Français. Les psychodrames de l'extrême droite, nous y sommes habitués. C'est une espèce d'émission de télé-réalité. Alors, la petite Marine va-t-elle être abandonnée par son papa? Est-ce que va-t-elle épouser Éric? Voilà, je crois que ce qui préoccupe les Français, c'est leur pouvoir d'achat. C'est pas si sûr. L'éducation. Parce qu'on sait très bien de ce que reprennent certains médias. Ils passent leur vie à regarder ça. Mais ce ne sont pas les médias qui font l'élection, heureusement. Non, heureusement. Mais c'est vrai, mais ça intéresse un peu les Français. Regardez le succès des magazines qui reprennent la vie privée, la petite phrase, etc. J'ai peur que ça intéresse un petit peu les Français. Donc, je pense en tout cas qu'au moment du vote, ça va être oublié.
oublier, et qu'il faut absolument s'attacher aux idées, à la personne et aux idées. Mais à la personne, on a besoin d'avoir l'empathie du candidat. Et je pense que c'est très important de voir aussi comment il se comporte, de voir l'agressivité d'un candidat, ou de voir... c'est important, on le néglige peut-être un peu, la forme. Alors, Romain Colas, c'est quoi? C'est le coup d'après, en fait, qui se joue, c'est ça? Oui, alors ça m'inspire deux choses. D'abord, évidemment, le coup d'après. La formule alambiquée de Nicolas Bay me fait dire qu'en fait, son message, c'est Éric Zemmour, si tu t'en sors mieux que Marine Le Pen à l'élection présidentielle, je ne cracherai pas sur une investiture de ta formation politique pour les élections législatives. Et donc, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le fait qu'on est dans cette machine folle où l'élection législative procède de l'élection présidentielle. Les convictions, les parcours, les histoires, les fidélités qui ont leur importance en politique, tout ça est balayé, parce que pour moi, la politique s'inscrit dans le temps long, par cette logique infernale de l'inversion du calendrier de la 5e République. Et puis ce que traduisent ces défections, c'est aussi un élément de fond, c'est que le Front National, ripolidé, Rassemblement National, arrivait à tenir en son sein différentes traditions de l'extrême droite française. Et aujourd'hui, les tenants de la ligne la plus dure, celle qu'avait essayé de faire oublier Marine Le Pen par rapport à son père, dans une forme de recentrage, de dédiabolisation, les tenants de la ligne la plus dure, ils vont vers celui qui la tient, qui est en l'occurrence aujourd'hui Éric Zemmour. Absolument. Et on a deux candidats d'extrême droite qui chacun ont un discours qui est positionné un peu de façon différente. L'un qui est vraiment sur une ligne dure, extrême droite historique, quoi. Et on voit que les tenants de cette ligne, ils vont vers celui qui la porte. D'une certaine façon, chasser le naturel, il revient au galop. On rappelle que dans le rolling fiducial pour Sud Radio, qui est ce sondage quotidien, vendredi, Marine Le Pen était à 18% et Éric Zemmour à 13% pour le premier tour. Donc l'écart reste tout de même assez important et significatif. Yves Damécourt? Oui, moi j'aime bien l'histoire des élections, et donc je me souviens de la façon dont Jacques Chaban-Delmas avait perdu les amitiés gaullistes qui s'étaient reportées sur Valéry Giscard d'Estaing, et finalement ça avait joué en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Par contre, je me souviens aussi de la campagne de Jacques Chirac en 95, qui, abandonné par un certain nombre des siens, finalement avait joué de cela, aidé par les marionnettes du bébé de show qui le présentaient avec un poignard dans le dos, et finalement ça l'avait rendu sympathique pour les électeurs. Et il avait joué de cela pour surprendre tout le monde et finalement être le qualifié. Aux dernières élections présidentielles, alors là, les trahisons ont été de tous bords. Et finalement, ça a joué en faveur d'Emmanuel Macron et pas en faveur des gens que les amis trahissaient. Donc chaque élection a ses wagons de gens qui quittent le train en marche pour rejoindre celui qu'ils pensent être mieux placé pour gagner la course. C'est une particularité française. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui au gouvernement et dans la majorité qui sont des gens qui ont participé, qui a des primaires de droite, qui a des primaires de gauche, pour finalement se retrouver avec Emmanuel Macron, qui lui-même a faussé compagnie à François Hollande. Enfin voilà, c'est... La trahison, c'est dur. C'est notre vie politique nationale. Depuis Brutus, tout coco et Fili. Brutus qui assassine César. Sur la trahison. Olivier Nduy, que d'anglicisme dans les médias, il n'y a pas un mot équivalent pour rolling. Olivier, trouvez-moi un mot équivalent. On l'a cherché et on n'a pas trouvé. Sondage quotidien, ce serait bien. Rolling, ça montre qu'il y a un roulement. Oui, quotidien. Que sondage quotidien, oui, je suis d'accord avec vous. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant. On va parler des menaces contre la journaliste Ophélie Meunier, menaces et violences d'une manière générale, avec cette enquête sur Roubaix, sur une forme de radicalisation, d'islamisation de la ville qui a été très diversement appréciée, mais avec des menaces de mort très sérieuses. À tout de suite. Les débats avec vous jusqu'à midi. Je voulais revenir sur les menaces de mort contre la journaliste Ophélie Meunier. Ce n'est pas du tout du corporatisme, mais j'ai été tout de même étonnée du peu de réactions à la fois politiques. Alors les journalistes l'ont un peu soutenu, mais il devrait y avoir un tollé. On l'évoquait avec Alexandra Spinner hors antenne. Donc il y a eu la diffusion de Zone Interdite la semaine dernière sur l'islam radical, reportage qu'elle présentait. Depuis, elle a dû être
placée sous protection policière. Gérald Darmanin a dit j'ai donné instruction qu'à chaque fois qu'un journaliste fait l'objet de menaces caractérisées, il bénéficie d'une protection policière. Il y a eu effectivement également un des intervenants qui lui aussi a été menacé de mort et lui aussi placé sous protection policière, pardon. Valérie Pécresse s'est exprimée, je le dis avant vous, et a dit son soutien total à la jeune femme. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une mobilisation. Tant mieux. Ah bon? Oui. Alors dites-moi pourquoi. Oui, parce que c'est tout ce qu'ils cherchent. Et donc, moi, je pense, alors, c'est un point de vue, c'est parce que je déteste cette situation et que je trouve ça épouvantable. Et je me demande si faire de la publicité en disant que c'est effroyable, etc., que tout le monde s'en empare, si c'est pas la satisfaction absolue, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent montrer qu'ils prennent le pouvoir, qu'ils inquiètent, qu'ils sont dangereux. Donc, je me demande si c'est pas contre-productif. Alors moi, je crois au contraire qu'il faut une répression impitoyable. Ah, mais la répression, j'ai pas dit pas de répression. Il ne faut pas qu'on accepte que se développe cette espèce de culture de l'impunité. Voilà, nous devons tous collectivement dire notre effroi et notre refus. Alors c'est pas pareil que de punir que de dire son effroi. Dire l'effroi en faisant une campagne de pub entre guillemets pour eux. Mais ça n'est pas une campagne de pub. Non, mais j'ai compris, mais ils le vivent comme ça. Et il faut que le message de la France soit quand même très clair là-dessus. Il faut qu'on lutte pied à pied contre l'islamisme radical. Et ça n'est pas acceptable qu'une jeune femme, une jeune journaliste, bien sûr que non, c'est pas acceptable, présente une émission et qu'elle doit vivre sous protection policière. Est-ce que vous imaginez? J'imagine, et c'est horrible. C'est horrible. Et donc nous devons, chacun d'entre nous doit dire son effroi et prendre publiquement position. Je trouve que c'est insupportable. Nous savons depuis Charlie, nous savons depuis Samuel Paty que ce genre de message est à prendre très au sérieux. Est-ce qu'on peut laisser une des journalistes ou des intervenants très courageux, notamment dans le reportage de Zone Interdite, être comme ça, exposés à un danger de mort parce qu'ils disent la vérité sur une situation qui se passe sur le territoire français. Il faut punir, chercher, être très efficace, mais est-ce qu'il faut faire de la com autour? Je ne sais pas. Alors, Yves Damécourt. Moi, je suis très choqué par tout ça et je pense que la liberté d'expression est en grand danger dans notre pays. Parce que s'il y a vraiment un métier dans lequel on doit pouvoir s'exprimer sur tous les sujets sans craindre quoi que ce soit, c'est vraiment le journalisme. Et donc, je ne comprends pas... Vous remarquerez qu'il y a des sujets sur lesquels il y a des réactions et sur d'autres, il n'y en a pas. Enfin, je vois les soutiens parfois sur certaines affaires. Là, tout le monde devrait soutenir, s'exprimer. Il y a une espèce de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un silence. J'ai pas vu, vous me démentirez peut-être, Romain Colas, j'ai pas vu Anne Hidalgo faire de tweets pour soutenir Ophélie Meunier. Valérie Pécresse l'a fait. Valérie Pécresse est la seule à l'avoir fait pour le moment. Non, il y a eu également, je crois, du côté du Rassemblement National, mais je vais vérifier. Pardon, je vous ai interrompu, Yves Damécourt, puis après on donnera la parole à Romain Colas. Oui, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait pas vraiment une solidarité à la fois du monde journalistique et puis ensuite de tous les acteurs de ce pays, que ce soit la société civile, les hommes politiques, tout le monde. Enfin, on livre une guerre à cet islam politique. Il ne faut pas se tromper. Autant je trouvais anormal que l'on confonde les agriculteurs et les éleveurs à des nazis, autant il y a une idéologie dans l'islam politique qui aujourd'hui peut être comparée au livre d'Hitler, Mein Kampf. Donc il y a des choses très claires qui ont été écrites, des prises de position très dangereuses, et donc il faut que le pays prenne conscience qu'il y a un vrai combat, une guerre avec des terroristes, avec des morts, une guerre de civilisation. Oui, bien sûr, c'est une guerre de civilisation. Oui. Alors, effectivement, je ne vois pas de réaction d'Anne Hidalgo. Il y a Éric Zemmour qui a dit Ophélie Meunier est en danger de mort. Voilà ce qui arrive quand on montre aux Français l'islamisation de notre pays. Des millions de patriotes la remercient pour son courage. Je rappelle alors elle participe, elle est rédactrice en chef, mais elle a présenté l'émission. Elle a fait une interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais il y a une équipe derrière, des journalistes qui ont fait cette enquête. Valérie Pécresse a apporté également son soutien total. L'imam Chalgoumi, mais dans les figures politiques, c'est à peu près tout. Éric Ciotti également s'est indigné. Comment vous le comprenez, vous, Romain Colas ? Alors moi, j'ai pas passé ma vie sur le fil Twitter des uns et des autres ce week-end. Ce que je peux vous dire, c'est
en mon nom, au nom de celui du Parti Socialiste, et j'imagine d'Anne Hidalgo, parce que pour le coup, il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet à gauche. S'il y a une formation politique qui est claire sur ces questions-là, c'est le Parti Socialiste, et singulièrement depuis plusieurs années, parce que nous avons eu tout un travail de réaffirmation, de réarmement républicain, allais-je dire, s'agissant des valeurs républicaines et de la lutte contre l'islamisme radical. Donc pleine solidarité avec cette journaliste et avec toute l'équipe. Vous venez de les mentionner, et vous avez raison. Et oui, évidemment, il y a aujourd'hui, mais on ne le découvre pas avec cette affaire. Et ça devrait faire plutôt consensus que tentative de récupération, parce que, excusez-moi, le tweet d'Éric Zemmour, c'est pas simplement qu'un tweet de soutien. Il y a un consensus qui devrait exister parmi les forces républicaines, celles et ceux qui veulent pas souffler sur les braises et mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt régler les problèmes dans la fermeté. Il devrait y avoir un consensus pour lutter contre l'islamisme radical et toutes les formes de radicalité. Et je vais vous dire une chose, non pas pour relativiser, parce que ce qui arrive à cette journaliste est insupportable, et on a d'énormes progrès à faire en matière de répression rapide sur ces sujets. Une menace de mort implique une sanction rapide. Mais je relativise pas. Mais moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais parlementaire et j'ai vécu sous protection policière pendant quelques jours. Pour la simple et bonne raison que devant une caméra de télé, je m'étais échauffé parce qu'il m'insultait avec un militant d'extrême droite, un raciste assumé volontaire. J'ai, dans la seconde, reçu dans ma mairie des tonnes de menaces de mort. Des tonnes de menaces de mort. Voilà. Et on est à un moment où on a... Si je souligne ça, c'est absolument pas pour relativiser. Pour moi, tout ne se vaut pas. Mais on a des blocs radicaux qui s'entretiennent les uns les autres, et nous devons les combattre avec la même fermeté, avec la même extrémité et la même rigueur. Et moi je pense que à gauche comme à droite, par-delà nos divergences, là je parle des forces républicaines, nous devrions être en capacité d'avancer dans un consensus sur ces sujets-là. Oui, enfin la gauche, elle n'a pas été très présente sur ce sujet-là, hein. On les voit plus prompts à réagir sur Théo ou sur Assa Traoré, quoi. Je m'exprime pour le Parti Socialiste. Et je peux vous dire que pour ce qui concerne le Parti Socialiste, il n'y a aucune ambiguïté sur ces questions-là. On est en pointe sur ces sujets-là. On a d'ailleurs une nouvelle génération d'élus qui est extrêmement mobilisée. Excusez-moi, le référent laïcité de l'Association des maires de France, c'est Michael Delafosse, par exemple, le maire socialiste de Montpellier. Il n'y a pas de sujet. Anne Hidalgo, elle a eu parfois des confrontations avec sa propre majorité composante Europe Écologie Les Verts, parce que précisément, il n'y a aucune ambiguïté chez elle sur ce sujet républicain. Je suis d'accord qu'il y a eu, malheureusement, à gauche des ambiguïtés, ça ne concerne pas le Parti Socialiste d'aucune façon. Il est clair là-dessus. Ça concerne entre autres Jean-Luc Mélenchon, hein, dans l'émission de Cyril Hanouna. Il n'est pas socialiste. Hein. Non, il n'est pas socialiste. Il avait parlé de détails anecdotiques à propos des poupées sans visage, mais c'est vrai qu'on quand même... C'est honteux. J'ai été étonnée, moi, ce week-end, de voir, il y a eu des soutiens, mais pas ce que ça aurait dû être. Et qui, aujourd'hui, va aller faire un reportage pour dénoncer, pour montrer ce que peut être parfois cet islam radical. Je pense qu'on va y réfléchir à deux fois. Ne pas souffler sur les braises, c'est vraiment la meilleure façon d'appeler tout le monde à se taire. Ouais, moi, je crois qu'il ne faut pas se taire. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, moi, j'attends aussi la réaction des patrons de chaîne. Il faut que tous collectivement on dise notre effroi. Et pardon, je ne vais évidemment pas mettre en doute la conception républicaine de Madame Hidalgo, parce que là-dessus, je crois que voilà, elle a fait la démonstration que il n'y avait rien à lui reprocher. En revanche, elle est tellement prise en tenaille. En même temps, il y a un laxisme certain. Elle est tellement prise en tenaille par son extrême gauche, qui ne sont plus des républicains. Donc, elle ne peut plus avoir un discours crédible sur ces sujets-là. C'est aussi le problème, pardon. Mais tous ces écologistes. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Non, mais quel exemple vous fondez? Non, mais je dis simplement que tous les écologistes autour de Madame Hidalgo, ils sont écologistes. En fait, l'écologie, c'est le cache-sexe de leur extrême, de leur extrême gauche. On parle de l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, ça ne vous a pas complètement échappé. On en parlait au début de cette émission. Elle est candidate du Parti Socialiste. Et j'ai pas le sentiment que ce soit les Europe Écologie Les Verts qui oui, mais alors, pardonnez-moi, vous êtes en train de dire ça. On pourrait dire aussi, voilà, que les politiques réagissent, c'est une chose. Mais le sujet, en fait, fondamentalement, et je me pose des questions, les indignations, il y a aussi ce que cherche absolument, c'est
criminel dans l'âme. Et moi, je pense que la réaction, il faut réagir quand on a fait quelque chose. Parce que s'indigner sans rien faire, c'est juste pas admissible. Or, il n'y a jamais, on voit pas les suites, ça prend un temps fou, elle a une protection policière, bon bah d'accord, et puis après. Oui. Moi, j'aimerais entendre ce qu'on fait concrètement. Je pense qu'on va rechercher les auteurs des menaces de mort. Et que concrètement, par exemple, ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux soient tout de suite condamnés fermement. Ça, bien sûr. Ouais, oui, bien sûr, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et c'était l'éditorial d'Elisabeth Lévy ce matin sur Sud Radio. Nous n'avons pas le droit de laisser Ophélie Meunier et les autres seuls, en parlant de Mila, d'un certain nombre de personnalités. Et c'est vrai que elle dit la terreur gagnera et elle est en train de gagner. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio et je vous retrouve demain pour d'autres infos. À demain.